Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot. Ravi de vous retrouver. Merci d'être à l'écoute et d'être fidèle à notre grande émission. Alors ce soir, nous recevons un grand de la télévision, un grand de la radio, un homme qui nous manque énormément et qui, j'espère, un jour ou l'autre, qu'on l'on reverra donc sur les écrans des télévisions françaises. Il était contre le Brexit. Il animait plein d'émissions intéressantes il y a quelques années sur différentes chaînes françaises. Vous aurez bien sûr deviné que c'est monsieur Alex Taylor qui est avec nous. Bonsoir Alex. Bonsoir. J'aime bien quand vous dites « j'étais contre le Brexit ». Je le suis toujours. Toujours, oui, bien sûr, oui, toujours. On en reparlera certainement tout à l'heure. Moi, je me souviens d'Alex Taylor lorsque j'étais de passage sur Radio France Internationale. Je travaillais pour le magazine des femmes où je réalisais des reportages et tu étais directeur de l'information et des programmes sur RFI. Je l'étais en effet, oui, effectivement. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que je Oui. suis dans ce studio et c'est très émouvant pour moi parce que ça me rappelle exactement, parce que j'ai eu la chance de commencer ma carrière à Fréquence Gay, Oui. la première radio gay au monde financée par un gouvernement en 1981. Quand je suis arrivé à Paris, je suis l'un des rares survivants de cette radio. J'ai même participé aux premières réunions pour créer Fréquence Gay. Et c'est exactement, je retrouve ici exactement avec vos têtes, avec le décor, l'ambiance très sympathique. On est quoi, 53 dans un petit studio comme ça, mais il y a beaucoup de 55. Passion. Et je retrouve très sincèrement l'ambiance qu'il y avait dans ces radios libres. Et Fréquence Gay est un souvenir absolument éblouissant pour moi parce que c'était ma première radio et j'étais fier de participer à cette radio qui était la première radio 24 heures sur 24 gay au monde financée par un gouvernement. Ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Quand Isabelle et Gwenaël m'ont dit on va inviter Alex Taylor dans notre émission à Homo Micro, j'y croyais à moitié. Je me suis dit, est-ce qu'il va trouver le temps de venir nous rejoindre et partager du temps avec nous? On t'avait croisé le soir de la cérémonie des Gay Games à la mairie de Paris, où j'avais l'occasion et le plaisir de t'interviewer avec Daniel Lebras qui nous filme pour YouTube. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, c'est formidable, tu es avec nous ce soir. Et là, je vais tout de suite interpeller la réalisatrice radio. Isabelle, tu as voulu à tout prix que Alex soit avec nous. Pourquoi? Parce que tu as un souvenir et tu es bien sûr fan d'Alex. Alors à tout prix, oui, non, mais effectivement, quand j'avais vu que c'était Alex Taylor l'animateur de la soirée des Gay Games, j'étais très contente parce qu'effectivement, c'est un journaliste que j'ai toujours beaucoup aimé et qui m'a laissé des souvenirs mémorables. J'étais une grande fan de la revue de presse européenne sur France Inter. Et apparemment, je ne suis pas la seule, mais j'adorais la façon dont vous disiez... Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est ça. Tout le monde me demande à longueur de temps. Et j'ai même des vieilles dames dans les supermarchés qui me disent, est-ce que vous pouvez prononcer le nom de ce journal allemand invraisemblable que vous citez tous les matins? Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ah merci, je ronronne littéralement. Mais vous savez, j'ai eu des lettres d'Allemands parce qu'il y a une polémique de savoir où on met l'intonation. Entre Allemands eux-mêmes, je me suis rendu compte. Donc je fais toujours, j'alterne. Je l'ai fait même. Parce que j'ai fait... Certains disent Frankfurter Allgemeine Zeitung et certains disent Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et donc je recevais des lettres et ce sont deux cabales très virulentes qui m'attaquaient chaque fois que je mettais l'accent là où il ne fallait pas. Tu parles 7 langues, vous parlez 7 langues. Fabuleux. Je parlais... le problème, c'est que j'en parle 3 très bien. Allemand, français, anglais. J'ai vécu à Berlin, à Paris, je suis britannique. Je parle 3 autres que je peux lire pour faire des... Je veux dire, si on lit le français, c'est pas trop difficile de lire l'espagnol, l'italien et un peu le portugais, le néerlandais. Mais les gens sont toujours déçus parce qu'on a tellement fait de moi celui qui parle plein de langues quand je faisais des émissions de télé que les gens étaient vachement déçus quand je disais 5. Ils étaient déçus quand je disais 7. Donc maintenant, je dis 28. Les gens sont contents. Et j'espère toujours ne pas tomber sur des gens qui vont m'attaquer sur le coréen. Mais je pense qu'il n'y a pas de coréen ici. Ici, ce soir, non. Mandarin, ça marche? De quoi? Le mandarin? Oui. J'ai essayé sur YouTube, justement, mais ce n'est pas évident. Oui. Alors, Isabelle, maintenant que nous sommes avec Alex Taylor et que jusqu'à maintenant, tu as refusé d'être filmé,
tu voudrais bien qu'on te voit pour une fois Mais et que Daniel te filme parce qu'il faut que les échanges soient sympas. Elle souhaite pas être filmée parce qu'elle dit qu'elle fait de la radio et dès lors toutes les radios sont filmées maintenant. Il y a toujours les webcams. Et puis moi, j'en ai fait à 6 h du matin. Je peux vous dire que quand on se lève à 3 h pour lire justement le Frankfurter Allgemeine Zeitung, on est cerné comme c'est pas possible. Donc, on a l'habitude d'être filmé. Et en fait, les gens disent ça, c'est comme la télé. Les gens vous écrivent des lettres, pas pour dire ce qu'ils pensent de ce que vous avez dit, mais pour dire vous avez l'air très fatigué. Bah, ils s'attendent à quoi quand on se lève à 3 h du matin pour lire des journaux improbables. À quelle heure on se couche aussi. Merci en tout cas d'être avec nous. Donc tu ne souhaites toujours pas être filmée, Isabelle? Non, je me ferai pas avoir comme ça. Toujours la nuit. Donc Gwenaëlle, tu souhaitais aussi qu'on invite Alex, parce que tu as aussi des souvenirs, bien sûr. Bah, en fait, moi, c'est des souvenirs qui montent à mon enfance. C'est continental, très clairement. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes trop jeune, non? Vous regardez ça dans votre berceau? Parce que c'était entre 90 et 95. Ouais. Moi, c'est le souvenir que j'ai aussi. 90 et 95. Sur FR3. FR3. Entre 10 et 15 ans. Ouais. Donc oui, ça marche, oui. Nous avons aussi avec nous Antoine. L'amour des grands hommes, c'est ta chronique. Et ce soir, tu nous parleras de qui? d'Édouard VIII, duc de Windsor. Un prince ambigu. Et pas que pour sa sexualité. On va tout savoir. On saura tout à l'heure en milieu d'émission. Des deuxièmes invités, on va dire, des sportifs et des rugbyman. Vous savez que l'équipe de France de rugby est qualifiée pour la Coupe du Monde de rugby. Mais vous savez aussi que les homos vont participer à une Coupe du Monde de rugby en juin 2018. Et les coqs festifs qui sont avec nous, Alban et Wilfried. Bonsoir. Salut, ça va, Alban? Ça va et toi? Ça fait plaisir. Alors... il a tout à fait le profil de devenir ou de jouer au rugby, parce qu'il est grand, il est balèze, notre invité. Oui, mais vous avez un petit souci, c'est que je ne comprends pas du tout les règles. Ça ne m'a jamais intéressé, ce sport. Ah bon? Je viens avec vous alors. Donc on les apprend, il n'y a pas de souci. Alban et Wilfried, bonsoir Wilfried. Bonsoir. Et nous avons Victoria, l'internationale au micro, avec nous pour nous parler de la communauté LGBTI et les communautés indigènes dans le monde. Et ça fait une seconde britannique sur le plateau ce soir. Donc vous aurez l'occasion. You're British too? I didn't realize. Vous aurez l'occasion. I'm no longer British, I'm French now. Je suis devenu français il y a 6 mois, donc je ne suis plus britannique. Oui, c'est vrai. En novembre, vous avez obtenu la nationalité française, mais l'Angleterre, vous y allez... j'espère de temps à autre quand même. Très rarement, très franchement. Ça fait 38 ans que j'habite ce pays. J'ai coupé les liens. J'ai plus tellement de liens avec la Grande-Bretagne. Vous savez, quand vous habitez un autre pays pendant 40 ans, vous n'avez plus forcément envie d'y aller tous les mois non plus. J'ai plus d'amis. Tous mes amis, ma vie, ma profession, tout est ici depuis 1980 quand même. Mais vous allez peut-être faire changer d'avis les Anglais, que peut-être ils vont revenir sur leur décision. Non, c'est une lourde responsabilité, surtout que personne ne me connaît en Grande-Bretagne. Je suis un tout petit peu connu en France, j'ai fait des émissions de radio. Et on vous a vu récemment, régulièrement à la télévision, à la radio, justement. Râler contre le Brexit. Râler complètement, c'est ce truc, depuis le Brexit, ça a tué ma carrière, parce que je faisais des revues de presse européennes et on ne prendra plus un ex-britannique pour les faire. En revanche, je vais une fois par semaine. Vous savez qu'on n'est pas payé pour ça. Ces gens BFM TV, ils m'appellent chaque fois qu'il y a un sujet Brexit, parce qu'il faut être motivé pour aller dans des trucs comme ça. Alors, moi, je suis motivé pour vous parce que vous êtes sympathique. C'est ma seule motivation, parce que je n'ai même pas de bouquin à vendre en ce moment. Mais sinon, si on n'a pas de bouquin à vendre, il faut avoir une motivation, parce qu'on n'a pas de pige pour faire tous ces trucs. Tous ces gens que vous voyez, les experts, BFM TV, LCI et tout le reste, ils sont tous on payés. a le taxi qui est payé. Donc, comme en général, ils sont très mignons, les chauffeurs d'Uber qui envoient. Profitons-en. Donc, c'est un petit plus. Mais ma motivation, c'est pour râler contre ce choix désastreux de mes ex-compatriotes qu'est le Brexit. On peut se cotiser et je vous propose de mettre sur la table 1 000 € par personne pour assurer l'invitation de notre invité Alex. 1 000 €, c'est nettement mieux que toutes les radios auxquelles j'ai participé dans ma vie. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord tous et toutes? Oui. Bien. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Gwenaëlle, la parole revient à toi. Tu as un certain nombre de questions à poser à notre invité. Oui, on va d'abord parler effectivement journaliste européen, né en 57 à Luton. En fait, j'ai un petit peu étudié ce que vous avez pu faire, etc. Je me suis rendu compte en fait, que vous avez fait votre coming out assez tôt.
Est-ce qu'on pourrait un petit peu revenir là-dessus, à l'heure où en fait, de nombreuses personnes, nombreux jeunes restent dans le placard? Alors effectivement, il y a parfois, où il y a eu une vague d'homophobie il y a de ça 2 ans en France, et ça continue encore un petit peu aujourd'hui avec la PMA. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, Alex Taylor? On peut toujours revenir là-dessus. Effectivement, il y a toujours des menaces. C'est-à-dire, moi, j'ai quitté mon pays parce que j'ai grandi en Cornouailles, en Grande-Bretagne, et j'ai compris à l'âge de 7 ans que j'étais gay, mais que je ne pouvais le dire à personne parce qu'à l'époque, dans les années 60, c'était illégal en Grande-Bretagne de commettre le moindre acte entre hommes. Hein. Les femmes, c'était pas sous la coupe de la loi, mais c'était illégal jusqu'en 67. Donc j'ai compris que j'étais différent, que j'étais attiré vers les hommes, et j'ai compris tout de suite que je ne pouvais pas le dire. Et j'ai passé les 18 premières années de ma vie, comme pratiquement tout le monde, enfin comme beaucoup d'entre nous, à ne pas pouvoir dire que j'étais gay et à devoir le cacher, même si je savais très bien. Je n'avais pas les mots, je ne savais pas ce que ça voulait dire homosexuel, mais je savais que j'étais attiré vers les garçons. Et c'était vraiment, pour moi, je me rends compte maintenant en regardant en arrière, c'est pour ça que j'étudiais les langues, parce que je n'avais aucune raison d'aimer le français et l'allemand. Et je crois que ce petit garçon a compris instinctivement, peut-être inconsciemment, que étudier les langues, c'était pour lui son passeport pour sortir de ce monde et pour aller vivre ailleurs où il était accepté. J'ai eu l'énorme chance d'arriver donc en France au début des années 80, et beaucoup de Français l'oublient. On peut dire tout ce qu'on veut de Mitterrand et de l'époque. C'était déjà ouvert. Mais c'était la vague rose, c'était génial d'arriver dans un pays où le ministre de la Justice, Badinter, disait en 81 devant l'Assemblée nationale, il est grand temps que ce pays reconnaisse ce qu'il doit aux homosexuels. Contre ça, vous avez dans mon ex-pays, Mrs. Thatcher, qui faisait la même loi que Poutine a fait il y a 3-4 ans, interdiction de parler de l'homosexualité en public. Vous imaginez bien à quel point j'étais ravi d'être... Je me suis toujours défini comme un exilé sexuel. Et la France m'a accueilli. Et c'est pour ça que j'étais très ému, il y a quelques semaines, d'être accueilli dans la nationalité française. Ce pays, je me suis dit qu'il m'a accueilli à un moment où mon pays était nettement moins tolérant. J'étais très fier de devenir français. Et du coup, votre coming out est arrivé quand? Mon coming out, quand j'ai fait mes études à Oxford, j'ai étudié le français et l'allemand. Et dans le cadre de ces études, j'ai passé une année à l'étranger. En 79 ici. Voilà, donc je suis arrivé en France et là, c'était tellement différent pour moi. J'ai pu me défaire de tout mon bagage. Le fait même de parler une langue étrangère, je rougis toujours jusqu'à ce jour quand je parle anglais. Ça se voit, oui. Mais moins quand je parle français, parce que j'ai pas ce bagage de choses enfouies dans mon enfance. Et donc, je suis arrivé en France et je me suis éclaté. J'ai commencé à faire Fréquence Gay. Donc, j'étais l'un des rares à utiliser son vrai nom, mais c'était peut-être un peu plus facile. Je n'ai pas de famille en France, j'étais Alex, etc. Mais quand j'ai commencé à faire de la télé en 90, j'étais la première personne à dire ouvertement qu'il était gay. J'ai fait la deuxième couverture de Tétu en 91, parce que tout d'un coup, en fait, je dois tout ça à Saddam Hussein. En fait, oui, parce qu'il a envahi le Koweït. Le deuxième jour, je présentais Continental. Donc, du coup, tout le monde a regardé pour savoir si on envoyait des Scud nucléaires sur Israël. Parce que c'était la seule émission d'information le matin. Et les gens regardaient. Je crois que j'ai augmenté les chiffres de 300 000 à 3 millions un matin. Donc, les gens disaient, il faut garder Alex Taylor. Et tout d'un coup, les journalistes commençaient à m'interviewer. Et on m'a posé très clairement la question un jour, je me souviens, je crois que c'était le magazine Elle qui m'a dit « Mais vous êtes venu en France pour les belles françaises ?» Alors là, tout d'un coup, je me suis dit soit je mens, comme faisaient beaucoup d'animateurs à l'époque. Je ne vais pas les nommer, mais ils se faisaient prendre en photo avec des mannequins. On est dans une radio libre, ça passe. Très franchement, je ne me souviens même plus comment ils s'appelaient. Mais moi, je me suis dit, bon, ça va faire très bizarre après 5 ans sur Fréquence Gay. Les gens vont dire, il a viré sa cutie pour faire de la télé. Donc j'ai dit non, en fait, ce sont les beaux Français qui m'ont fait à nous, les petits Français. Donc j'étais, sans me flatter, le premier animateur de télévision en 90 déjà, à dire ouvertement qu'il était gay. Je suis très fier de l'avoir fait. J'ai reçu, je ne sais pas, 600 lettres de gens disant merci d'avoir dit ça. Et vous êtes devenu la star, le journaliste anglais qui nous a donné, on va dire, européen, européen, il vaut mieux le signaler, européen, qui nous a donné un véritable bol d'air, comme l'indiquait tout à l'heure, il le disait, les chroniqueurs, et vous êtes toujours pour nous un repère en tout cas. Merci beaucoup, mais justement, je me bats pour être un journaliste européen, parce que
J'ai vécu 10 ans à Berlin, par exemple. J'ai travaillé à Bruxelles. J'ai toujours travaillé pour les médias en France. Je n'ai jamais travaillé une seule fois pour un média britannique. Donc, être réduit à mes seules origines, ça me... J'insiste toujours pour qu'on me dise un journaliste Avant de passer une question donc, à Gwenaëlle, gay, ça me va très bien aussi. Mais on va dire aujourd'hui, quand on voit l'Europe où elle en est, il y a encore matière à faire des émissions assez intéressantes et importantes. Mais vous manquez à la télévision. C'est au directeur de chaîne, pas à moi qu'il faut dire ça. Hein, parce que moi, Mais si vous voulez, j'ai eu la chance de faire ce truc continental qui est un panorama de l'actualité européenne de 2h30 sur France 3 tous les matins et les soirs. Et j'adorais, je prenais mon pied à prendre des extraits de journaux allemands, russes, italiens, avant même qu'on ait vu ces journaux sur le câble. C'était avant l'heure, il n'y avait pas le câble. La plupart des Français n'avaient que 4-5 chaînes. Donc on prenait des extraits et c'est vraiment la guerre du Golfe. Je plaisantais un tout petit peu sur Saddam Hussein. Mais c'est ça qui a fait que les gens tout d'un coup branchent leur télé en disant mais quel est le point de vue russe ? Même une présentatrice de la télévision italienne, on n'avait jamais vu ça. Je me moquais toujours des coiffures de la speakerine, la journaliste de la télévision russe qui présentait Novosti, qui s'appelait Irina Mishkina. Et comme l'émission a été reprise sur TV5 Monde après, un jour j'ai reçu une lettre d'elle, parce qu'elle regardait l'émission que je présentais et je me moquais, il parlait français en me disant est-ce que vous pouvez, mais elle faisait avec humour en disant arrêtez de vous moquer de mes coiffures s'il vous plaît. Et c'était vraiment un sentiment européen avant l'heure. Comme on parle d'émission, qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui présenter comme émission? Donc je pense un sujet sur l'Europe encore une fois. Il faut y aller par le cœur. Vous avez parlé du Brexit tout à l'heure. Le truc qui manque à l'Europe, je m'en suis rendu compte depuis des années, c'est que on parle beaucoup contre l'Europe. Ceux qui n'aiment pas l'Europe, ils ont la passion. Mais ceux qui défendent l'Europe, ils n'ont pas beaucoup la passion. Ils en parlent avec des faits, avec des statistiques, avec le PAC, avec des arguments, mais qui ne touchent pas vraiment le cœur des gens. Moi, j'ai fait une petite émission sur Arte après Continental qui s'appelait Confetti, où j'ai commandé plein de reportages sur des gens qui s'aiment à travers l'Europe. Je me rappelais toujours d'un couple d'Espagnols qui se connaissaient depuis 70 ans et qui ont rejoué pour nous le moment où il a apporté une rose à la petite fille qu'elle était devant l'école. Et là, c'est l'Europe. Et c'est comme ça que vous aurez la passion de l'Europe. Tous ces jeunes gens qui tombent amoureux d'autres Européens, c'est ça qu'il faudrait faire passer un peu plus. Les belles histoires d'Erasmus, les gens qui vivent dans d'autres pays, tout ce que l'Europe peut nous apporter de sympathique dans notre vie quotidienne, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, une question politique, et là, vraiment, je laisse la question à Gwenaëlle. Est-ce qu'il faut remettre aujourd'hui en question l'Europe? Il faut réduire l'Europe à moins de pays ou garder... ça veut dire quoi? Vous allez expulser des pays? Je vous souhaite bonne chance. Hein. Vous allez expulser la Lituanie? Non, pas du tout. Évidemment, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a plein de choses qui ne vont pas en Europe. J'ai passé ma vie, j'ai fait une émission au Parlement européen pendant 10 ans à dire pique-pente de tout ce qui se passe mal au Parlement européen. Le problème de l'Europe, c'est que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, tout le monde dit il faut arrêter l'Europe. C'est quand même marrant. Si en France, on ne ramasse pas votre poubelle bien, on dit il faut démonter la République française. Je veux dire, c'est un tout petit peu le problème de l'Europe, c'est que c'est bouc émissaire pour tout. Il y a plein de choses qui ne vont pas en Europe. Mais en même temps, on s'est rendu compte avec le malheur catastrophique qui s'abat sur notre pays. Je me tourne vers ma collègue britannique. En ce moment même, ils sont en train de se rendre compte que c'est une véritable catastrophe. Ce qui arrive en ce moment, ce qui leur pend au nez. Donc, je pense que, évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais j'espère que ce truc du Brexit fera prendre connaissance à ceux qui veulent quitter l'Europe, qui a quand même de sacrés avantages, notamment la paix. Voilà. Notamment. Entre autres. Gwenaëlle. On parle d'Europe, effectivement, on parle aussi des gays, des lesbiennes, des bi, des trans et des queers. Comment est-ce que vous voyez leur place aujourd'hui en Europe? Parce qu'on a des pays qui les acceptent, qui leur donnent beaucoup de droits, et d'autres pays européens où c'est complètement l'inverse, où on a une régression totale. Je pense ici par exemple à la Pologne, entre autres. Une régression totale, je ne suis pas sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Europe, je vais vous répondre avec quelque chose dans l'actualité aujourd'hui. L'Irlande du Nord
Moi, quand j'ai grandi dans les années 70, chaque journal télévisé qu'on ouvrait à la télévision britannique parlait des troubles en Irlande du Nord. Il y avait des bombes de l'IRA tout le temps. Maintenant, il n'y a plus ça. Pourquoi ? Largement parce que les deux pays concernés, le Royaume-Uni et l'Irlande, sont dans l'Union européenne. Ça aplatit, il y a peut-être plein d'erreurs, mais comme une moissonneuse batteuse de convivialité, de réunions, de banalité entre les chefs d'État, le fait qu'ils se rencontrent une fois par semaine, ça a complètement gommé cette situation. Je pense que c'est la même chose pour les gays. Le fait d'appartenir, je ne vous dis pas que ça se passe du jour au lendemain, mais le fait d'appartenir à une union qui se base sur des valeurs, ça fait que ça change lentement, mais doucement, l'attitude. Si vous comparez ce qui se passe beaucoup plus à l'est de notre continent, j'étais à Moscou il y a deux mois. Là, l'attitude vis-à-vis des gays, c'est quand même nettement moins bien, même qu'en Pologne. Ça n'a rien à voir. Il y a de la législation qui serait absolument impossible dans l'Union européenne. Même chose en Roumanie. J'ai des amis roumains. Ils sont, c'est vrai, assez homophobes, mais ils ne peuvent pas aller là où va Poutine parce que l'Union européenne impose des valeurs avec plus ou moins de succès. Parfois, c'est lent. Mais je vous rappelle quand même, quand on pense que de mon vivant, quand je suis arrivé en France, l'Espagne était encore plus ou moins une dictature. Enfin, sortie depuis quelques années de dictature. Même chose pour le Portugal. Il a fallu un petit moment. Mais l'Espagne, 20 ans après, a été l'un des premiers pays à approuver le mariage gay. Quel changement! Et tout ça, c'est à voir avec le fait que l'Union européenne impose lourdement, pas toujours très bien, lentement certes, mais ces valeurs qui sont des valeurs européennes et qui disent si vous voulez faire partie de notre club, eh bien, il faut quand même respecter nos lois, ou sinon on râlera. Et c'est ce qu'on fait avec la Pologne. Un petit peu, effectivement, oui. On va continuer à parler cette fois-ci Gay Games, en l'occurrence, on vous a croisé là-bas. Est-ce que vous jouez un rôle actuellement au sein des Gay Games ou vous étiez simplement plutôt l'animateur? Est-ce que je joue un rôle? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris quand vous avez proposé de jouer au rugby tout à l'heure? C'est pas vraiment mon truc, mais j'ai participé. J'ai animé le bid. Je suis allé à Cleveland. Donc animer le bid, c'est-à-dire que il y avait 3 villes. Il y avait nous, Dublin et Londres. Et chaque pays avait droit à 40 minutes pour présenter un bid. Et donc, j'animais le bid, il y a tous les gens qui sont venus, et on a gagné. Et c'était génial. Vous savez que je l'ai appris dans l'avion de retour, parce qu'il a fallu que je revienne avant l'annonce du résultat. Et ça coïncidait avec l'annonce des résultats. Le moment où j'allais atterrir. Et comme je parlais avec un steward qui était très mignon sur Air France... après Uber, Air France, c'était leur enfant. Et comme il m'a reconnu, donc je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait à Cleveland? Je lui ai dit, mais j'animais le bid pour les Gay Games. Et je lui ai dit, vous savez même, je vais allumer mon téléphone dès que je peux, parce que je vais apprendre si c'était la peine d'y être allé ou pas. Donc, au moment où on a atterri, j'allume mon téléphone et SMS et je vois, yippee, on a gagné. Donc, il a vu que j'étais content et il a dit au pilote qu'il a annoncé dans l'avion et tout le monde a applaudi. Je trouvais que c'était très sympathique et merci à Air France qui est sponsor maintenant des Gay Games. Donc, j'ai joué un petit rôle comme ça. En tout début d'émission, on a parlé de Radio Libre. Donc, tu as participé donc, au lancement de Fréquence Gay. Hein. Et après, plusieurs années après, il y a eu Pink TV, où tu as donc vécu l'aventure de Pink, où tu as animé donc, Elles vont le débat. Pendant combien de temps? Je crois que ça a duré 3 ans, 3 ce ans, truc. ouais. Oui, c'était sympathique. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à un débat où il y avait un documentaire qui s'intitulait Banlieue gay. Ah, je me et souviens, tu avais, un peu comme les dossiers d'écran. Effectivement. Oui. J'avais donc figuré dans le documentaire et tu avais animé le débat ce soir-là. Hein. Oui, alors il y avait un mélange. Il fallait faire genre une semaine c'était un sujet sérieux comme la banlieue ou la religion et les gays, etc. Et la semaine d'après, pour assurer l'audimat, c'était les stars porno. Ouais. Alors c'était un drôle de mélange parce qu'il fallait faire un débat d'1 heure avec comment il s'appelle, Francis. C'est un cauchemar. Hein. Ouais. Franchement, c'était là j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné mon argent. C'était très mal payé en plus. Oui. Mais là, faire 1 heure, il est mignon. Il est
beaux pecs, mais en même temps, faire 1 heure d'interview avec lui, c'est hard. Au bout de 5 minutes, je me dis, mais où est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était terrible. Donc, et alors, qu'est-ce que tu gardes de l'aventure de Pink TV? On a vu à un moment donné plein de stars de la télévision rejoindre cette chaîne-là, des gens qui n'étaient pas, bien sûr, Claire Claire Chazal et bien d'autres. En fait, c'était que des copains de celui qui l'avait lancé, Pascal Huselot. Est-ce que c'était une bonne chose? Parce que beaucoup d'homos auraient souhaité vraiment une thématique 100% homo, et voir que vous savez, moi, autant j'étais impliqué à Fréquence Gay, qui était vraiment une radio dont on avait besoin à cette époque. En plus, c'était le début du sida, le début des années 80. C'était une époque où c'était pas évident. Moi, j'ai fait les premières Gay Pride à Paris. Pour tous les jeunes ici, je vous dis, c'est pas du tout la même ambiance. On se faisait cracher dessus, boulevard Henri IV, par les gens qui étaient sur leur terrasse au début des années 80. Donc, c'était un moment où, sans doute, une radio gay servait à quelque chose. En plus, pour l'époque où c'était le début du sida, moi j'animais par exemple sur Fréquence Gay les petites annonces d'amour et de tendresse. Il y avait moi je m'en souviens, c'était vraiment super. Ah oui, vraiment. C'est pas vous qui avez appelé avec la recette pour le souffler? J'ai fait ça pendant 3 ans. C'était le dimanche après-midi et il y a un jour un monsieur qui a appelé pour nous donner la recette. C'est la chose la plus érotique qui m'est jamais arrivée de ma vie. Écoutez, monsieur, il faut fouetter les os. C'était un truc, c'était torride. Et donc, moi, c'était les petites annonces d'amour et de tendresse à l'époque où le sida commençait, où les gens cherchaient l'amour. Mais le samedi soir, il y avait les petites annonces hard, où on envoyait, ça paraît inconcevable maintenant, on envoyait un motard qui s'appelait Jean-Michel Tête d'Oreille, mais il était beau, on l'envoyait faire des directs dans les orgies parisiennes. C'était quand même, c'était une autre époque. Je ne sais pas si on pourrait même faire ça aujourd'hui. Il dit, je suis en direct, il y a 4 mecs à pattes, etc. Moi, c'était le soft. Mais je me flatte, mais on me le disait de temps en temps, des auditeurs me disaient que les petites annonces d'amour et de tendresse étaient nettement plus érotiques que les descriptions en direct des frasques des Parisiens. Pour revenir donc à la chaîne Pink TV, donc, elle a vécu pendant un certain nombre d'années. Ensuite, elle a dû passer le relais justement à cette chaîne qui existe aujourd'hui, mais qui est essentiellement conçue au porno. On peut dire que c'est une aventure ratée, que c'était pas nécessaire d'avoir une chaîne comme celle-ci. C'est pas à moi de le juger, parce que très franchement, j'y allais pour animer ces débats. J'étais beaucoup moins impliqué, mais c'est peut-être la réponse à votre question. J'étais payé pour faire Pink Télé, enfin pas très bien, mais j'étais quand même payé pour animer ces débats, tandis que Fréquence Gay, pendant 5 ans, c'est moi qui achetais les journaux pour faire les revues de presse, par exemple. Comme nous ici, voilà, c'est ça. C'était le volontariat le plus total. Je faisais aussi pendant 2 ans la chronique du jardinage et du bricolage en alexandrin. Mais je le faisais, ça prenait un temps fou, mais je le faisais parce que ça me faisait plaisir, j'adorais faire ça. Mais je n'étais pas du tout payé. C'est moi qui achetais Rustica, ou je ne sais pas quel journal je basais, sur les pelles, vous imaginez les jeux de mots. Et en fait, c'était Pink Télé, c'était peut-être parce qu'il a mis longtemps à monter les fonds pour cette télé, c'était peut-être pas le moment non plus, et il y avait peut-être pas l'esprit, parce que Pascal Huselot, enfin je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, c'est pas du tout un copain à moi. Il reste président de l'association. Il était très sympathique, mais je ne suis pas entièrement persuadé que c'est un militant gay, c'était plutôt quelqu'un qui voulait faire de la télé, qui a trouvé, mais il faut le féliciter pour l'avoir fait, mais en même temps, je veux dire, on peut se demander pourquoi elle a fait venir sa copine Claire Chazal, qui était sympathique, qu'elle vienne parler à une radio, à une télé gay, mais on peut se dire, mais why elle, à ce moment-là, est-ce que c'était vraiment une télé? Est-ce que c'est au bon moment? Je ne sais pas. Moi, franchement, vous m'auriez demandé de citer les trucs de ma carrière qui m'ont marqué, j'aurais oublié... C'était sympa, mais sans plus. En plus, on enregistrait des trucs à l'appel. Je ne sais pas, le jour où vous êtes venu, on faisait 4 débats en une fois pour des raisons d'économie de studio. Ça coûte beaucoup plus cher d'enregistrer 4 fois, d'avoir tous les cadreurs réunis une fois par mois. Donc, c'est moins bandant parce qu'il n'y a pas l'élément d'actualité. Ce que je faisais à Continental sur France 3 le matin avec Saddam Hussein, mais c'était du plus pur, direct, sans moyens. C'est-à-dire que souvent, on me faisait signe comme quoi il fallait que je continue à parler parce que
que il n'y avait pas le journal sous-titré en italien, c'était pas prêt. Donc je racontais un peu ma vie, je lisais des extraits du Frankfurter Allgemeine Zeitung, et ça c'était du Voix direct, c'est 1000 fois plus bandant. C'est tellement bandant quand on vous entend qu'on a envie que ça dure des heures et des heures, mais il ne nous reste plus qu'une petite demi-heure pour assurer la suite de notre émission. Merci d'être avec nous, de rester avec nous. Ça nous fait vivre. C'est chaud, mais c'est fait exprès, ça. Ça, c'est vraiment fait exprès. On va pouvoir ouvrir la fenêtre qui est juste derrière vous. Merci de rester avec nous, Alex. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Alors, nous allons tout de suite voir notre ami Antoine qui va donc assurer sa chronique. Il y avait longtemps qu'on ne t'avait pas vu à mon micro, Antoine, n'est-ce pas? Oui. Alors Antoine, tu nous parles aujourd'hui d'Édouard VIII, mais de qui il s'agit exactement? On s'y perd un peu avec tous ces rois anglais, n'est-ce pas? Oui, alors, roi et reine d'ailleurs. Donc il s'agit d'Édouard VIII, duc de Windsor, 1894-1972. Voilà, ça c'est un peu austère comme présentation. Alors, très brièvement, et pour le situer, c'est le fils aîné de George V, qui règne de 1910 à 1936, qui est lui-même petit-fils de la reine Victoria. Alors, Édouard VIII, à l'origine, est prince de Galles, comme Charles, l'actuel fils aîné de la reine d'Angleterre, puisque, traditionnellement, c'est le titre donné au fils aîné des souverains britanniques. Et il ne deviendra duc de Windsor qu'en décembre 1936, en cadeau de rupture avec la monarchie. Alors voilà pour la toile de fond. Et le duc et la duchesse vivent une histoire d'amour, j'imagine, très, très passionnée. Alors Édouard VIII abdique bien par amour, n'est-ce pas? Et j'espère. Superbe histoire, rien à dire donc? Ah ben si, justement, il y a beaucoup à dire. Parce que, aïe aïe aïe, le prince au physique de conte de fées, au trait fin et à l'allure élégante, est attiré par les garçons. Ah. Comme il se doit, il fait ses études à Oxford et Cambridge, où, selon ses condisciples, l'héritier du trône sait rester discret sur ses amitiés particulières. Dès son adolescence, il a une liaison avec son cousin Louis Mountbatten, qui commence à devenir trop visible. Son père préfère l'éloigner et l'envoie prendre l'air en faisant le tour du monde. Une façon comme une autre de le faire réfléchir au devoir d'union hétérosexuelle d'un prétendant à la couronne. Mais Édouard, qui, à 24 ans, vit une histoire d'amour torride, refuse cet avenir tout tracé et ose même donner des instructions en sens contraire. Il écrit « Durant tous mes voyages, Louis Mountbatten sera près de moi pour veiller à mon confort personnel et privé. Il devra toujours occuper une chambre, même petite, juste à côté de la mienne. » Il part donc avec un aide de camp de 18 ans, zélé serviteur, qui ne le quitte jamais, même la nuit. Alors, aucune femme ne vient s'immiscer dans ce parfait bonheur, Antoine? Mais non, aucune. Et les goûts du prince se confirment même, puisque lorsque la liaison prend fin, il s'éprend d'un beau garçon prénommé Edward Metcalfe, responsable du polo et de toutes les activités équestres du prince, un excellent cavalier en somme. La liaison dura jusqu'en 1925, et à l'automne 22, le prince écrit à Metcalfe « Loin de vous, pour la première fois depuis 1 an, je vous écris pour vous dire de renoncer à cette stupide idée de retourner aux Indes. J'insiste, car pour que vous restiez auprès de moi, officiellement, vous serez chargé de mes chevaux, mais en fait, vous demeurerez ce que vous avez toujours été, mon plus grand ami. » Alors, un petit souci pour la réputation du prince. Alors que tous les deux sont en voyage à New York en 1924, Metcalfe perd son portefeuille qui contient plusieurs lettres d'Édouard. Et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, ces lettres, qui auraient pu tomber tout bêtement dans les mains d'un Américain consciencieux qui les aurait rapportées au consulat, échouent dans celles d'un journaliste de la presse américaine, lequel aura quand même la délicatesse d'attendre la mort d'Édouard en 1972 pour oser publier la première biographie du prince qui ne cache rien de sa sexualité. Shocking. Au milieu des années 20, le prince et Metcalfe sont toujours inséparables. Édouard, le prince, est aux petits soins pour Edward Metcalfe, au point que la famille royale en prend ombrage. George V écrit dans son journal
J'ai demandé à David de renvoyer Metcalfe, qui a une très mauvaise influence sur lui. David m'a tenu tête et a refusé obstinément de s'en séparer. Et oui, David, c'est le prénom qu'utilise la famille royale pour Edward, c'est son 5e et dernier prénom. Le prince voyage, séjourne sur la Côte d'Azur et il mène une vie très gaie, avec l'orthographe française, quoique. De passage à Paris, il jette son dévolu sur de jeunes acteurs, certains de la comédie française comme Roger Gaillard. Tout cela commence à faire beaucoup et le roi George et la reine Mary, se désespèrent de voir l'héritier de la couronne mener une vie qu'ils estiment dissolue. À plusieurs reprises, ils tentent de lui présenter la délicieuse princesse qui devrait le faire rentrer dans le droit chemin. Que nenni, c'est peine perdue. Et c'est un roi farouchement célibataire qui monte sur le trône en janvier 36. Et alors là, rien de rien avec les femmes, même pas pour essayer, Antoine. Alors, non. Eh bien, là, un petit feuillet qui vient de glisser m'a un peu perturbé. Ouais, on a des soucis. Voilà. Ça, c'est à cause d'Isabelle qui réalise l'émission. Je ne sais pas, mais je pense que c'est surtout de ma faute. Bon, enfin, voilà. Alors, quelle était ta question? Non, je disais qu'il y avait rien de rien avec les femmes, en fait, même pas pour essayer. Et si, toutes les deux mariées d'ailleurs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oui. L'une répond au nom très chic de Freda Dudley Ward, l'autre à celui de Thelma Furness. Je devrais dire la Vicomtesse Furness. Heureusement, comme le dit très justement Michel Larivière dans Les amours masculines de nos grands hommes, heureusement que la Vicomtesse avait un penchant pour l'écriture, car elle nous a laissé des mémoires qui nous disent beaucoup de sa vie, de la vie sexuelle du prince, et ne cachent rien de ses très médiocres qualités d'amant. Pour être plus précis, Mrs. Furness nous explique que le bel Edward était l'objet passif de ces dames avec ce que l'on appellera plus tard des sex toys. Eh oui, mais là, l'histoire avec un grand H pointe le bout de son nez, car avant de s'embarquer pour les États-Unis, Thelma Furness présente Wallis Simpson à Edward en lui demandant de s'en occuper. Ah, là voilà qui entre en scène, c'est Wallis, comme tu disais tout à l'heure, qui va apporter sa contribution au scandale. Et qui était-elle, cette dame? Son début n'est pas très glamour. Orpheline de père à 4 mois, elle est d'abord recueillie avec sa mère, par sa grand-mère paternelle, puis à 6 ans par une de ses tantes à Baltimore. Elle est sous la protection de son riche oncle Salomon, Uncle Saul, qui finance ses études dans les collèges les plus chics. Son premier mariage avec l'officier de marine Wim Spencer est un échec. Il est alcoolique et homosexuel. Ouais, donc alcoolique comme moi et homosexuel comme moi. Non, c'était pas Brahim en fait. Un bon début finalement et une répétition utile pour son 3e mariage. Divorcé et revenu à Londres, Wallis se marie à Ernest Simpson. C'est un mari complaisant, plutôt flatté que sa femme soit l'intime du roi, ce qui lui permet d'être invité à la cour au dîner de gala. Problème, pour le gouvernement britannique et l'opinion publique, tout cela commence à sentir le soufre et Wallis, qui comprend que le scandale va vite devenir explosif, demande le divorce. Enfin, pas officiellement. Il faut sauver les apparences. C'est son mari qui déclare obligeamment au tribunal que c'est lui qui trompe sa femme. Contre quel arrangement, quelle compensation, nous ne le saurons pas. Quant au jugement, il est très hypocrite et ne cite pas une seule fois le nom de Wallis, alors que, bien entendu, tout le monde connaît les liens du roi avec elle. Notamment parce que, gracious Lord, ils l'ont vu apparaître au balcon à côté du prince. Beaucoup de personnes se posent la question autour de cette table et aussi notre invité Alex. Et le sexe dans tout ça. Comment Wallis a-t-elle pu séduire le prince, Antoine? C'est un petit mystère, mais un tout petit. Certains prétendent qu'elle est devenue sa maîtresse entre guillemets, en donnant à ce mot le sens de dominatrice dans des jeux sadomasochistes. D'autres que Wallis lui amenait de la chair fraîche, de beaux jeunes gens, et qu'une fois excitée par leurs ébats, elle violait le duc. Leur relation avait tout de même un petit côté domi-soumis. À plusieurs occasions, elle n'hésite pas à le gronder et le rudoyer en public, alors que lui semble obéir comme un petit garçon à sa momie.
À partir du jour où il sera marié, bien entendu, il criera haut et fort qu'il déteste ces folles efféminées qui se tortillent. Édouard abdique par amour pour Wallis, comme on nous l'a toujours dit. Il y a d'autres raisons pour ça, Antoine ? Leur relation ressemble plus à une entente fondée sur la complicité qu'à une véritable passion amoureuse dévorante. Wallis est une arriviste qui a dû trouver le moyen de bien tenir son cher et tendre. Les vraies raisons de l'abdication sont ailleurs. Elles sont politiques. Car Édouard, qui règne mais ne gouverne pas, selon la constitution anglaise, prend des positions et fait des déclarations qui révèlent une belle et franche affinité pour l'Allemagne nazie. Un attaché à l'ambassade de France en 1936, M. de Charbonnières, écrit « Le Premier ministre Stanley Baldwin, ayant eu connaissance des contacts secrets et des liens très étroits du roi avec les nazis, avait exigé l'abdication. Le prétexte de sacrifier son trône à son amour pour Madame Simpson convenait parfaitement pour l'opinion publique. Baldwin, qui ne plaisantait pas sur le sujet, exige l'abdication avant le couronnement. Devenu duc de Windsor, Edward continue à embarrasser tout le monde. Il accepte sans rechigner les invitations de Mussolini et d'Hitler en 1938. Et il continue. Lorsqu'il est à Lisbonne après la chute de Paris en 1940, il conspire pour une union anglo-allemande. Pire, il trahit le gouvernement français qu'il avait chargé, on se demande bien pourquoi, d'une mission d'inspection à la frontière franco-allemande. Il y constate que la ligne Maginot s'arrête aux Ardennes et dans une lettre codée, conseille aux Allemands d'attaquer par la forêt des Ardennes. Alors, ok, lui était pro-nazi, mais elle... Alors elle, c'est plus compliqué. Ses sympathies avec les nazis semblent plutôt guidées par son rôle d'agent secret des États-Unis, voire d'agent double d'ailleurs. Lorsqu'on son premier mari, Spencer, lui-même agent secret des États-Unis, est affecté à l'ambassade des États-Unis en Chine, elle est engagée par les services secrets américains avec la couverture d'épouse d'un officier de marine américain, et elle travaille en ce sens. Elle y a plusieurs amants, donc en Chine, dont le comte Ciano, futur gendre de Mussolini. Rien de tel que l'oreiller pour recueillir les secrets d'État. Et de retour à Londres, après y avoir épousé Ernest Simpson, elle est régulièrement reçue à l'ambassade des États-Unis, ce qui tendrait plutôt à prouver qu'elle a conservé des liens avec les services secrets de Washington. Avant la guerre, plusieurs correspondants prouvent que Wallis Simpson était la maîtresse de Ribbentrop, ambassadeur d'Allemagne à Londres, et qu'elle lui transmettait des secrets que le gouvernement britannique confiait régulièrement au roi. Alors, était-elle agent double pour le compte des Allemands ou pour celui des Américains ? C'est bien trouble. Si on comprend bien, Antoine, un couple avec une apparence assez lisse, mais un backstage très fructueux, très sulfureux, aussi bien politiquement que sexuellement, n'est-ce pas ? Exactement. Et pour le volet sexuel, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Wallis avait coutume de dire « J'ai épousé le duc pour le meilleur et pour le pire, mais pas pour le déjeuner ». En réalité, mais pas pour le déjeuner. En réalité, elle s'accommodait très bien de l'homosexualité de son duc de mari. Elle-même était bisexuelle et avait un faible pour les jeunes filles brunes. Chacun vivait ses amours de son côté et se retrouvait le soir pour les dîners mondains. Parfait, finalement. Le duc était frivole et peu curieux de culture. En revanche, il prêtait un grand intérêt au renouvellement de sa garde-robe. Tous deux se rendaient souvent en Californie. Et alors là, on a le témoignage d'un Américain qui s'appelle Scotty Bowers et qui était très connu à Los Angeles dans les années d'après-guerre et qui, dans un livre paru en 2013, il avait à ce moment-là 90 ans, je crois, nous éclaire sur les jeux sexuels des protagonistes. La première fois que le couple, alors c'est lui qui parle, la première fois que le couple Edward Wallis est venu, j'étais l'amant de Cecil Beaton, qui m'a présenté au duc et à la duchesse. Le duc m'a sucé comme un professionnel. J'organisais des rencontres avec un beau mâle, pour le duc, et une jolie brune, pour la duchesse. Je me suis gardé de révéler leur véritable identité, et ces jeunes gens étaient trop jeunes pour avoir le souvenir de l'abdication d'Édouard VIII. Alors, en 1950, la duchesse est séduite par le charme et la drôlerie d'un autre Américain qui s'appelle Jimmy Donahue, un milliardaire new-yorkais exclusivement homosexuel, encore très bel homme malgré ses 40 ans, dit-on. Elle le présente au duc, qui est séduit à son tour. Le mari, la femme et l'amant ne se quittent plus.
et forment un ménage à 3. Entraînés par Jimmy, les 3 ne se privent plus pas de gigolos, de travestis, dans des soirées bien arrosées. Vous voyez le genre, hein. À partir de 1953, le duc et la duchesse se fixent définitivement à Paris dans un hôtel particulier du Bois de Boulogne et continuent à y mener une vie à 2 visages jusqu'au décès du duc en 1972. Et là, je pense qu'on rejoint des images que les jeunes autour de cette table commencent à avoir dans les yeux. La duchesse meurt en 1986. La reine-mère et la reine Elisabeth finiront par condescendre enfin à un minimum d'égards en assistant aux obsèques de Wallis en Angleterre. Une fois morte, Wallis était tout de même plus présentable. Pour l'opinion et pour les médias, Edward et Wallis garderont toujours l'image du couple hétéro-modèle. Merci Antoine. Vous connaissiez la vie d'Édouard VIII Non, c'est assez... Alex. moi, j'ai appris des choses. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas dit que c'est aujourd'hui à l'actualité que le prince Harry a annoncé qu'il va se marier avec une divorcée américaine. Donc l'histoire se répète. Pardon, Alex, excuse-moi. Pas divorcée, mais... Elle est divorcée. Si, elle est divorcée, c'est tout le problème. Elle est déjà divorcée. Elle est déjà divorcée, oui. Ah oui, parce qu'elle a 23 ans. Oui, mais elle est divorcée. Il y a déjà un éditorial dans un journal britannique qui dit qu'il n'est pas question d'avoir à nouveau une divorcée. Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est extraordinaire. Bien, oui, parce qu'elle est complètement. Mais il y a déjà des voix qui s'élèvent contre ça. Oui, parce qu'elle... The Spectator, si vous regardez. Sur mon compte Twitter, Alex Taylor. Elle est américaine, elle est métisse. Et alors, elle est divorcée, donc elle cumule, quoi. Finalement. Elle est parfaite. Alors, ce qui est assez intéressant là, sur ce point, c'est que finalement, on voit quand même l'évolution de la couronne d'Angleterre, malgré tout, parce qu'il y a eu Buckingham a dit que la reine était enchantée de ce projet de mariage, ce mariage qui aurait lieu au printemps 2018. Donc, on a fait quand même un bout de chemin depuis Wallis Simpson. Il faut dire aussi que Harry n'est pas complètement proche de reprendre le trône non plus. Hein. Bien sûr, 5e position, oui, pour la succession au trône. Merci Antoine, merci Alex. Tout de suite, on passe à la musique. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Avec le morceau que nous venons d'entendre, nous venons aussi d'apprendre la mort de Johnny Hallyday. Non, je plaisante. Non, c'est un peu triste. Vous avez entendu le morceau, Alex? Moi, j'ai non aimé, ouais. Tout le monde a aimé autour de cette table. Tous ces morceaux un peu tristes, tout ça, ça fait partie un peu de ton univers, Isabelle? Mais oui, c'est comme la vie, il y a de la joie, des larmes. Le premier morceau que nous avons tous beaucoup aimé était très joyeux. Il y a de la joie et de la vie, comme tu dis. En tout cas, donc il y a de la joie ce soir grâce à notre invité Alex Taylor, mais aussi à d'autres invités, Alban et Wilfried, qui représentent les Coqs Sportifs, un club de rugby d'Île-de-France. Vous avez fêté les 10 ans l'année dernière et depuis, de nombreux adhérents vous ont rejoint. Dites-nous un peu. Salut Brahim. Alors, Alban. c'est les Coqs festifs. Et j'ai dit sportifs. Sportifs. Ouais. Il a écrit sportif Oui, aussi. C'est mon assistant qui s'est planté, donc il va recevoir des coups de fouet tout à l'heure. Donc c'est bien les Coqs festifs. Plein d'adhérents vous ont rejoint depuis un an. Ouais. Tu nous avais invités l'année dernière, c'était aussi pour fêter nos 10 ans. Oui. Donc en une année, on avait besoin de recruter, on avait besoin aussi de trouver des sponsors. On partait pour la Coupe d'Europe de rugby gay à Madrid et on fêtait nos 10 ans avec un tournoi, le premier tournoi du club. Et puis l'année était finalement la saison très satisfaisante puisqu'on est monté jusqu'à 90 adhérents, dont les supporters. On a trouvé nos sponsors, on a changé de maillot. On a emmené toute l'équipe à Madrid. On est revenu avec une belle médaille et une 2e place sur le podium à l'Union Cup de Madrid. On voit la médaille en film aussi. Ouais. Et puis ensuite, on a fêté de la Festive Rugby Cup, donc notre premier tournoi, avec plus de 250 personnes, une dizaine d'équipes, donc toutes les équipes gays françaises qui nous ont rejoints. Et on a fait la fête pendant tout un week-end. Donc année, en tout cas saison super réussie. Le rugby, ça sert aussi à ça. Et c'est aussi surtout à ça. Surtout à ça, oui, d'accord. Alors vous parliez de Coupe du Monde de rugby en Espagne l'année dernière, mais il y a la prochaine qui se prépare donc, qui va se dérouler au mois de juin en Hollande. Alors l'année dernière, c'est la Coupe d'Europe en Espagne. Cette année, en juin 2018, c'est la Coupe du Monde qui se fera cette fois à Amsterdam. Donc ça fait quelques années d'ailleurs que cette compétition n'est pas revenue en Europe. Donc c'est pour ça qu'on en profite forcément vu les distances pour y aller. Donc il y a les 70 équipes gays mondiales de l'IGR, qui est la fédération qui gère toutes les équipes mondiales, qui vont se retrouver donc à Amsterdam pendant une semaine, donc au mois de juin, pour justement cette Coupe du Monde.
Rassurez-nous, il n'y a pas que des gays qui jouent dans votre club. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais non. Mais on ne demande pas pour l'inscription. Ah oui. C'est pas un critère de choix, c'est les gens qui veulent jouer au rugby, qui adhèrent et qui adhèrent accessoirement aussi ou surtout au projet associatif. Il y a des hétéros. Normalement, oui, mais on ne leur demande pas. Donc, sans doute, a priori, il y en a. Et je peux venir vérifier ? Non. Bon courage. Attention, parce qu'il y en a des méchants quand même. Ouais, c'est vrai. Alex, justement, quand on voit des équipes comme celle-ci exister, ça ne vous pose pas de question. Forcément, vous soutenez les Gay Games. Quoi qu'on puisse jouer au rugby, c'est plutôt ouais. ça qui me pose la question, que ce soit une équipe gay, parce que je n'ai jamais compris ce sport, ni à quoi ça sert, ni les règles. Mais non, évidemment, je trouve ça très bien, parce que ça casse plein de stéréotypes. Ouais. Et vous seriez prêt demain à rejoindre un club comme celui-ci ? Je viendrai vous voir parce que vous êtes mignons tous les deux, mais jouer à ça, mais je veux dire, mais je serais plutôt de ceux qui tricotent en regardant. Je sais Justement. pas les buts. J'ai toujours rêvé de jouer au foot, mais Oui. de m'installer comme gardien de but et de faire face au public en tricotant. C'est mon rêve le plus total, simplement pour me faire insulter par la foule et par les joueurs. C'est un peu mon... J'aime bien le tennis en revanche. Je joue un peu au tennis. C'est à la mode en ce moment le tennis d'ailleurs. Et alors pour revenir un peu au rugby, vous avez aussi une soirée samedi prochain. Donc, et vous avez donc un projet autour des chaussettes. Oui. Dites-nous. Alors pour la première fois en fait, pour s'amuser aussi et pour remporter, avoir des fonds justement pour emmener toute l'équipe à Amsterdam au mois de juin, on a édité donc pour la première fois et pour Noël une paire de chaussettes de rugby de Noël qu'on va mettre en vente et qu'on va présenter à la soirée des Folivores Crazyvores samedi soir au Bataclan à partir de minuit, donc avec toute l'équipe des Folivores qui nous accueille. Ah ouais. On pourrait venir ? Mais vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Et alors, est-ce qu'on pourrait offrir une paire de chaussettes à notre invité Alex ? Tu peux même offrir les deux paires, puisque celle-ci, donc, c'est la paire de ça, chaussettes je de viens, Noël alors. qu'on lance, Ouais, et ça, c'est la paire de chaussettes officielle un du truc club. de Noël ? Voilà. Donc, Ah non, je croyais que c'était un truc de Noël avec le père. Il faut que je me mette mes lunettes. Comme vous avez des habits rouges. Si, alors on peut les suspendre à la cheminée. On peut les suspendre à la cheminée et on peut les mettre Oui, accessoirement. Vous faites le choix ? Le choix entre ces deux paires. Alors tu peux donner les deux parce que ça c'est la paire officielle du club d'accord. Et ça c'est la paire qui a été éditée pour Noël. Très bien, alors on va demander à Alex Taylor justement de faire la promotion de votre club. Alors rappelez-lui le nom de votre club. Les Coqs Festifs. Les Coqs Festifs. Ouais. Voilà. Alors là donc devant donc la caméra, donc l'idée c'est de faire venir plein de gens dans leur club et d'annoncer la soirée de La samedi. soirée au Bataclan pour les Folivores C'est quand ? samedi à partir de minuit. Alors, vous allez venir pour voir les Coqs Festifs parce que non seulement ils sont passionnants, mais ils sont très mignons. Et c'est comme ça qu'on fait venir à la guerre. C'est samedi au Bataclan et c'est 20h30. Non, c'est minuit. Rebelote, minuit ? Minuit, ouais. Mais c'est tard. Pourquoi vous faites ça ? Mais c'est pour tard les jeunes, c'est à partir de minuit. Ah c'est- oui. Donc c'est une soirée dansante, c'est pas du tout un Oui, truc. c'est une boîte. Ah, bon, bah alors vous allez venir draguer, faire la fête. C'est à minuit, c'est ce samedi et c'est au Bataclan pour les Coqs Festifs. Oui. C'est bien ça, C'est j'ai ça. bien dit. Merci. Voilà. Merci Alex. Il y a aussi un club qui n'est pas concurrent, qui Non. les Gaillards. Alors les qui Gaillards. sortent un calendrier. Exactement, parce qu'on n'a pas voulu se faire concurrence. Donc les Gaillards éditent aussi samedi, et là c'est dès 19h dans le Marais au bar Le Quetzal. Donc j'embrasse Jonathan et les Gaillards qui lanceront leur nouveau calendrier aussi pour la nouvelle année, qui sera en vente. Et après c'est les Folivores. Et j'embrasse aussi l'équipe de Toulouse qui lance aussi samedi son calendrier au Ride Rose. Ouais. Et alors, dites-nous, alors pour ceux qui souhaitent rejoindre votre club, donnez-nous l'adresse, le site internet de votre... Les réseaux sociaux, Ouais. Facebook, Twitter, Instagram, @lescoqfestifs, et puis on a le site internet lescoqfestifs.com. Il y a des filles qui évoluent au rugby, pas chez vous peut-être, ni chez les Gaillards. Si, Alors si, chez les Gaillards si, aussi, si. et chez nous aussi, puisque cette année, on a notre première joueuse, Karine, qu'on embrasse, qui s'est déjà blessée. On l'embrasse 2 fois, et voilà, qui est absente pour l'instant des terrains, mais qui continue de nous soutenir et qui sera là samedi avec nous. Merci en tout cas, on aura l'occasion de vous réinviter, et que Avec vous nous plaisir. reparlerez encore de ce projet chaussettes. On est tous donc invités samedi. Tout le monde, vous êtes tous invités, Ouais. je vous attends à Très minuit. bien. Merci Alban et Wilfried. Merci, Tout de suite, Brahim. nous passons à l'international Homo Micro avec Victoria. Merci. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Victoria, la question LGBT au sein de communautés indigènes. Alors, tu étais venu nous présenter ton organisme il y a quelque temps maintenant à Homo Micro, durant ta dernière visite. De quoi sais-tu nous parler ce soir ?
Alors, une question qui me passionne dans ce que je fais professionnellement, justement dans cette ONG en Afrique du Sud, et depuis mes études, en Angleterre aussi, c'est la question des échanges culturels et ce qu'on peut apprendre de chacun et de chacune, et surtout comment cet apprentissage remet en question de manière perpétuelle ce qu'on croit savoir. Et les droits LGBTI, comme on les entend aujourd'hui, viennent principalement d'un mouvement des droits civils anglo-saxons, nord-américains. Et en me plongeant dans la recherche et dans des interactions, dans des interviews que j'ai eues avec des collègues, j'ai appris à quel point l'ouverture sur la question LGBT, elle est très ancienne, elle est très ancrée, et dans différentes communautés indigènes dans différentes parties du monde. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples ? Dans beaucoup de cultures indigènes, les personnes de genre différents et les personnes de troisième sexe ont toujours été présentes, occupant des rôles importants dans les communautés, y compris en termes de spiritualité. Alors, pour vous donner quelques exemples, on a les Wingte dans les traditions amérindiennes, on a les deux esprits dans les communautés canadiennes, ou les chamans en Sibérie, les Bazirs à Bornéo, les Insagoma en Afrique du Sud et les Koti au Népal. Une de mes collègues, par exemple, elle est originaire de l'île de Samoa, dans le Pacifique. Elle vient de cette culture, elle s'inscrit elle-même dans la culture dite Fa'afafine, des personnes qui s'identifient comme hommes, biologiquement parlant, mais ayant un rôle dit féminin dans la communauté. Par exemple, s'occuper des tâches ménagères, tout ça. Donc c'est très cliché et très stéréotypé. Mais parfois, ces personnes choisissent même d'opérer une transition de sexe. Et par contre, ils ne parlent pas d'identité trans. Ils parlent d'identité Fa'afafine, mais pour eux, les trans, ça vient de l'étranger, ça vient des États-Unis, et ça vient pas de chez eux. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ? Pour eux, Fa'afafine, c'est vraiment entre les deux. C'est à la fois homme, à la fois femme. Ils choisissent pas forcément de se dire que homme ou que femme. C'est une certaine fluidité qu'il y a dans cette identité Fa'afafine. Le fait jusqu'à présent, on ne parle pas beaucoup justement de ces communautés, de ces traditions non-binaires. Et la non-binarité est quelque chose qui est très accepté dans de nombreuses communautés dans le monde, mais le colonialisme européen et l'influence chrétienne a eu une forte influence là-dessus. Et les rencontres coloniales qu'il y a eu ont eu un certain impact sur l'acceptation de la fluidité du genre, de la sexualité, de l'homosexualité et de divers modèles familiaux au sein des cultures traditionnelles. Et les Français, les Britanniques ou encore les Néerlandais ont fortement réprimé ces traditions culturelles dans lesquelles les personnes non-binaires détenaient des positions sociales et spirituelles importantes. Ce qui a conduit à un profond effacement de cette culture fluide des sexes parmi les nations autochtones. Et aujourd'hui, par exemple, dans les îles de Samoa, les personnes Fa'afafine sont plutôt acceptées, même si elles ont été très rendues par elles ont été rendues très invisibles par le pouvoir impérialiste britannique. Des choses pour finir, Victoria ? Je trouve que c'est un concept en fait assez intéressant et surtout pour la communauté LGBT. Beaucoup de personnes et de communautés qui ne se retrouvent pas forcément dans la société hétéronormée et patriarcale ne se retrouvent pas non plus dans les lettres LGBTI. Et dans mon travail, je parle parfois avec des personnes de différents pays qui me disent que ces termes sont des termes très étrangers pour eux, qui n'existent pas dans leur langue propre. Et pour eux, ça explique un certain rejet de la question LGBTI. Par exemple, en Afrique, il y a quelque temps, j'étais dans une réunion avec des collègues du Malawi qui m'ont parlé du fait que la forte opposition qu'il y avait aux droits LGBTI dans leur pays était due au fait que ces termes étaient perçus comme venant des États-Unis, qui n'avaient aucun ancrage dans la tradition locale, et donc il n'y avait aucune raison de les accepter. Et pourtant, dans leur propre langage, il y a des termes qui expliquent, qui définissent les relations de même sexe, mais c'est des termes qui ont été perdus, qui ont été effacés avec le temps, et qui pourraient, avec un certain travail, qui pourraient rendre visible la communauté LGBT dans leur pays. Et c'est important de le promouvoir, je trouve. On dit souvent que les termes LGBT sont sans cesse rallongés. On y rajoute A, on y rajoute I, on y rajoute Q. Et peut-être qu'on devrait même réfléchir mais en termes de diversification du langage et reconnaître les multiples termes qui expriment les mêmes idées. Alex,
un éclairage et un commentaire avec ce que tu viens d'entendre, ce que vous venez d'entendre, pardon? Non, je trouve ça très intéressant, mais effectivement, la question du langage, quand on voit par exemple comment queer a évolué en termes de... C'était tout simplement une insulte quand j'étais jeune, en Grande-Bretagne, ça veut dire la tapette, et maintenant ça a été réapproprié dans les années 90 par les militants gays, donc on peut changer de sens des mots. Ce qui importe, c'est l'attitude qu'il y a derrière. Et souvent, on colle différentes attitudes sur les mots. Mais vous avez raison d'insister sur le fait que les mots, c'est très important. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Ouais. Quel sera ton prochain voyage, Victoria? Alors, je pars au Cambodge samedi. Je pars pour la conférence de l'ILGA à Phnom Penh. Oui. Voilà. Merci d'être passé par au micro. Et à très vite. Donc, tu programmes ta prochaine intervention à quel moment? Courant décembre, peut-être avant Noël. Vivement ton retour. Alex Taylor, vivement votre retour à la télévision française ou à la radio, j'espère très vite. Je ne cherche pas, vous êtes non, jamais. Non, mais j'ai fait 35 ans de radio et de télé, je suis très bien sans paraître tout le temps à la radio et à la télé. Moi, je ne cherche pas. On m'appelle tout le temps. On m'a appelé, je crois, 25 fois aujourd'hui pour que je fasse un truc sur la famille royale avec l'annonce. Et ça m'intéresse, mais pas du tout de faire l'anglais de service. Donc j'ai dit non à chaque truc. Ça va aux jeunes maintenant, à vous de faire la radio. Mais moi, je voudrais bien remplacer Stéphane Bern à la télévision française. Non, pas question du tout. Je déteste les histoires et chaque fois qu'on m'appelle sur l'histoire de la famille royale anglaise. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis journaliste européen et j'adore parler de l'Europe, mais des trucs de Brexit à émis parce que ça touche les institutions européennes, etc. Ouais. Mais c'est pas seulement parce que je suis britannique qu'on m'appelle chaque fois pour parler de la reine. Enfin, je suis comme la plupart des Britanniques, je m'en contrefiche. C'est pas mon truc. Voilà. Merci, on a partagé un très bon moment avec vous. Très sympathique, ça m'a appris mes débuts moi aussi. Vraiment, merci d'être passé par chez nous et à très vite. Et longue vie à vous avec plein de bonnes choses et on espère quand même vous revoir sur le petit écran. À très vite, Alex. Merci Antoine d'être passé par au micro. Merci à nos invités du club de rugby. Merci. Les Coqs festifs. Merci à Gwenaëlle. Merci à toi Brahim, à bientôt. Et à très bientôt Victoria. À bientôt. Et au revoir Isabelle, avec plein de musique la prochaine fois j'espère. Hein? Oui, plein de musique. J'espère. Merci aussi à Daniel d'avoir réalisé l'émission pour YouTube. À très vite, passez une très bonne semaine et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Homo Micro.